Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super bien. Alors comme promis, aujourd'hui nous allons aborder les exercices sur le mouvement du centre d'inertie d'un solide. Alors sans plus tarder, attaquons au premier exercice. Alors l'exercice 1 dit ceci. Un véhicule est animé d'un mouvement de translation rectiligne horizontale d'accélération A constante relativement à un repère galiléen. On demande donc de déterminer l'inclinaison que prend à l'équilibre un pendule suspendu au plafond du véhicule. Donc, nous, on va essayer de représenter un véhicule, d'accord? Voici donc notre jolie voiture qui est représentée. À présent, nous allons représenter le pendule qui est suspendu dans ce véhicule, d'accord? Donc, si notre pendule est suspendu ici, il est là. Et puis, il prend un écartement ou une inclinaison. Donc, on aura quelque chose de ce genre. Voilà, notre pendule est là. Donc, initialement, il est ici. Donc, c'est ici sa position d'équilibre. Et là, il s'incline d'un angle alpha donné. Donc, on va mettre là alpha. Ok, donc c'est cette inclinaison alpha qu'on veut déterminer. Donc, pour déterminer notre inclinaison alpha, nous allons associer un repère orthonormal de projection à notre solide, d'accord? Nous avons donc notre solide là. Donc, on va lui associer un repère orthonormal que voici. Voilà, on va mettre X. Et ici, on va mettre X'. Et on vient là. On a Y'. Et là, nous avons Y. Ok? Donc, ça, c'est la première étape. La seconde étape, nous allons représenter les différentes forces qui s'exercent sur notre solide. Alors, vu que c'est un pendule, il est soumis à deux forces, d'accord? On a le poids P du solide qui est là. On va noter P. Et nous avons la tension T du fil. Donc, la tension T est là. On va noter T. Donc, voici donc les deux forces représentées sur notre solide. Bon, une fois qu'on a fini avec cette étape, nous allons projeter ces différentes forces dans le repère choisi. Alors, si nous décidons de projeter la tension T, nous allons projeter ça suivant l'axe X. Et là, on va noter ça TX, ok? Et nous allons le projeter suivant l'axe Y. Et nous allons noter ça T. Y. Bon, une fois que c'est fait, nous allons chercher l'angle alpha correspondant. Donc, pour ce faire, je vais vous faire un petit rappel de cours de mathématiques dans le cours de 5e. On vous a parlé, n'est-ce pas, des angles alternes internes. Donc, ce cours nous dit que quoi? Lorsqu'on a deux droites parallèles, comme ceci, et puis on a une séquente, alors, l'angle ici, si on note cet angle alpha, c'est ce même angle qui se retrouve ici, d'accord? On parle d'angle alterne interne. Alterne interne veut dire quoi? Dans interne, ça veut dire quoi? Tout se passe à l'intérieur. Donc, tout se passe à l'intérieur de ces deux parallèles. Et alterne, ça veut dire que ça change, ça s'alterne, ok? Donc, ces angles s'alternent autour de la séquente. Vous voyez bien que quoi? Lorsqu'on a notre angle alpha ici, donc de ce côté de la séquente, ok? De l'autre côté, pour l'autre alpha se retrouve, n'est-ce pas, de l'autre côté de la séquente. Donc, c'est ça les angles alternes internes. Donc, très souvent en dynamique, nous allons nous servir, n'est-ce pas, de cette propriété pour déterminer les angles. Ok. Alors, si nous revenons à l'exercice, vous voyez clairement que quoi? On a deux droites parallèles, d'accord? Je vais projeter ça un peu plus long et tout le monde puisse suivre. Donc, nous avons deux droites parallèles, ok? Et puis nous avons une séquente. Vous voyez la tension T là comme étant la séquente, d'accord? S'il en est ainsi, alors notre angle alpha est où? Regardez un peu, l'angle alpha est ici. Si on prend l'angle alpha de ce côté, il se retrouve de l'autre côté ici, d'accord? Donc, on va prendre l'angle alpha ici. Si alpha est là, donc forcément, il se retrouve encore ici. Ok? Une fois qu'on a ça, le compte est bon. À présent, on peut appliquer le théorème du centre d'inertie. D'après le TCI,
D'accord? Le TCI dit que quoi? Le TCI dit que la somme des forces extérieures est égale à quoi? M accélération. Alors ici, nous, dans notre cas, nous avons deux forces. Nous avons le poids P et la tension T du fil. Donc ça fait M accélération. Alors à présent, nous allons faire une projection suivant les différents axes du repère qu'on a choisi. Alors, lorsqu'on projette nos différentes forces là, suivant les différents axes, nous on va d'abord regarder suivant l'axe X. Alors, lorsqu'on projette T suivant X, on a TX. On voit clairement que quoi? Que TX est opposé. TX, le voici, il est opposé à l'angle alpha. S'il est opposé à l'angle alpha, ça nous fait directement penser à quoi? Au sinus. Donc, suivant X', on a T sinus alpha égale à M fois l'accélération. L'accélération, il est clair que il est suivant le déplacement X', d'accord? Alors, si on est maintenant suivant l'axe Y, vous voyez que quoi? Lorsque nous projetons le T suivant Y, on obtient TY. Et on voit clairement que TY, c'est le côté adjacent. Ok? C'est le côté adjacent. Si c'est le côté adjacent, là, ça nous fait penser au cosinus. On a donc T cosinus alpha. Et là, on voit que P est orienté dans le sens opposé au déplacement X qui est Y'. Donc, ça devient moins P. L'accélération n'est pas suivant l'axe Y', donc ça fait 0. Ainsi donc, ceci est équivalent à quoi? T sinus alpha égale à M fois l'accélération. Et là, on a T cosinus alpha également. On va ramener le P de l'autre côté de l'égalité. Donc ça fait P, on sait que P ça fait M fois G. Donc on va noter ceci relation 1 et ceci relation 2. D'accord? Donc en effectuant 1 sur 2, on obtient 1 sur 2 nous donne quoi? T sinus alpha sur T cosinus alpha, ça fait tout simplement MA sur MG. Ainsi donc, on peut simplifier T ici et puis T là. Il va rester finalement sinus alpha sur cosinus alpha. Sinus alpha sur cosinus alpha, ça fait tangente alpha. Donc, ce qui veut dire que la tangente alpha, ça fait quoi? On va simplifier également M et puis M, il va donc rester A sur G. Donc, tangente alpha, ça fait A sur G. Si tangente alpha est égal à A sur G, alors alpha lui-même est égal à quoi? Alpha lui-même, ça fait tangente moins 1 de quoi? A sur G. C'est donc ce qu'on nous a demandé de faire. On va appeler ça relation 3. D'où le résultat. Alors l'exercice 2 dit ceci. Un solide S de petite dimension de masse M est assimilable à un point matériel est placé au sommet A d'une sphère de rayon R. Donc on a le rayon R. On déplace légèrement le point matériel S pour qu'il quitte le point A avec une vitesse quasiment nulle et glisse fortement le long de la sphère. La position de S peut être déterminée par l'angle θ donc. Déterminer la position du solide au moment où il quitte la sphère. Quelle est alors sa vitesse? Ok. Donc, il y a un point important qu'on a signalé. On dit qu'il quitte le point A avec une vitesse nulle. Donc, on va déjà noter VA égale à 0 mètres par seconde. Ok. Nous allons à présent déterminer la position du solide au moment où il quitte la sphère, d'accord? Ici, nous sommes dans un mouvement circulaire, donc on va déjà commencer par représenter les différentes forces qui s'appliquent à ce solide. Donc, le solide est soumis à deux forces. On a le poids P qui est là, qui est vertical. Et on a la réaction R. Maintenant, il faut savoir
si la réaction est centrifuge ou centripète. Ici, le solide est en train de rouler sur la surface circulaire là. Donc, si le solide roule sur la surface circulaire, la réaction est donc centrifuge. Elle est donc orientée dans ce sens. La réaction est, d'accord? Donc, une fois qu'on a représenté les deux forces, nous allons donc lui associer un repère orthonormal de projection. Et ici, l'idéal serait de prendre la base de Freinet. Donc, la base de Freinet, c'est ça. On a N. Et puis, on a tout. Voilà. De sorte que N et tout soient bien sûr perpendiculaires et orthogonaux. Une fois que nous avons notre repère de projection, nous pouvons à présent projeter les différentes forces sur les différents axes choisis, d'accord? Donc, le poids P, on va le projeter là, comme ça, et on a P suivant taux ici, et là, nous avons P suivant N. Voilà. Une fois qu'on a fini de projeter nos différentes forces sur les différents axes, nous allons chercher maintenant à trouver l'angle alpha et pardon, l'angle θ. Ici, c'est l'angle θ. Donc, une fois encore, je vous fais ce petit rappel. Nous avons deux droites parallèles comme ceci. Et puis, nous avons la séquente. Le poids là est ici la droite qui leur est séquente. D'accord? Une fois que nous avons ça, nous pouvons trouver les angles alternes internes. Nous avons cet angle et nous avons cet angle. Ces deux angles sont comment? Alternes internes. Donc ici, nous avons ceci qui est parallèle à ça. Alors, et puis on a notre séquente qui est là. Donc l'angle θ est là. Et il vient se repérer encore ici. Nous avons l'angle θ. Donc une fois qu'on a repéré l'angle θ, nous pouvons maintenant à présent appliquer, n'est-ce pas, le théorème du centre d'inertie. Alors, d'après le théorème du centre d'inertie, la somme des forces extérieures est égale à quoi? M accélération. Alors, les différentes forces appliquées ici, c'est quoi? C'est le poids P et la réaction R. Donc, ça fait M accélération. En projetant ces forces dans la base de Freinet, on a, à présent, suivez attentivement, si on peut faire la projection suivant taux. Suivant taux, on a moins P parce que moins et P suivant taux est orienté dans le sens opposé au déplacement du vecteur unitaire taux. Donc, ça fait moins P suivant taux, voilà, égal à M fois l'accélération tangentielle. Parce qu'on a dit que l'accélération tangentielle, c'est suivant taux. Et lorsqu'on est suivant N, on a donc quoi? Alors, on voit que P suivant N, lui, il est orienté dans le sens du vecteur unitaire N, donc il est positif. Donc, ça fait P suivant N. Et la réaction est orientée dans le sens opposé au déplacement de N, donc moins R égale à M fois l'accélération suivant la normale. Donc, ceci est équivalent à quoi? Alors, P suivant taux, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Si c'est le cas, donc c'est le cosinus. Ici, donc, j'ai au moins P cosinus θ, ça fait M. Alors, l'accélération tangentielle, c'est la variation de la vitesse au cours du temps. Donc, ça fait dv par rapport à dt. Et là, P suivant N, on voit clairement quoi, c'est le côté qui est opposé à l'angle θ, donc c'est le sinus. Donc, ça fait P sinus θ moins R égale à M fois
On sait que l'accélération normale, ça fait V carré sur M. Et sur R, pardon, sur le rayon de courbure. V carré, donc V du solide sur le rayon de courbure. Voilà. On va noter ceci, relation 1 et ceci, la relation 2. OK. Alors ici, nous allons plutôt nous intéresser à la relation 2 parce que dans la relation 1, la vitesse ici est constante, donc la dérivée de V par rapport au temps, ça fait 0. Donc ça ne va pas nous intéresser. On va plutôt s'intéresser à la relation 2, d'accord? Donc la relation 2 dit que P sinus θ moins R, ça fait M fois V du système au carré sur R. OK? Et ici, ce que nous on ne connaît pas, eh bien, on ne connaît pas V au carré. Donc, on va aller chercher V au carré. Alors, pour ce faire, on nous dit que le solide quitte au point A pour venir à un point, disons, à un point M quelconque ici. Donc, on va plutôt noter ça VM. Donc, on va déterminer la vitesse en ce point M, d'accord? Donc, pour ce faire, nous allons appliquer quoi? Le théorème de l'énergie cinétique, d'accord? Donc, on a dit, cherchons d'abord, VM au carré. Donc, d'après le théorème de l'énergie cinétique, on prend toujours l'énergie cinétique à la fin moins l'énergie cinétique au départ, d'accord? Donc, ça fait l'énergie cinétique en M moins l'énergie cinétique en A, ça fait mgh. Voilà. L'énergie cinétique en A, ça fait 0 parce qu'au départ, on nous a dit que la vitesse en A est nulle. Donc, l'énergie cinétique au départ aussi est nulle. Ainsi, donc, nous avons un demi de mvm au carré, ça fait mgh. Donc, si le solide quitte le point A pour venir jusqu'au point M, il a décrit une hauteur h. Cette hauteur, elle est là. C'est cette hauteur h qui nous intéresse. Donc, pour trouver cette hauteur, c'est simple. Or, h, ça va faire quoi? Ça fait toute cette longueur moins cette longueur. OK? Donc, je vais noter un point K ici pour mieux se situer. Donc, pour trouver la hauteur h, il faut juste faire OA moins OK. Voilà. J'espère que tout le monde suit. Alors, la distance OA, c'est tout simplement le rayon parce que nous sommes dans un mouvement circulaire. Donc, lorsqu'on quitte le centre vers l'extrémité du cercle, ça constitue le rayon tout simplement. Donc, ça fait R-. Alors, OK ici. OK, regardez un peu. Ici, nous sommes dans un triangle rectangle. OK? Donc, dans un triangle rectangle en K. Et nous avons l'angle θ ici. Déjà, vous voyez clairement que quoi? Les pointillés que j'ai fait là, ça constitue une droite. On va supposer que ça fait une droite. Cette droite est parallèle à celle-ci. Si cette droite est parallèle à celle-ci, je vais mieux représenter celle-ci, afin que tout le monde puisse suivre. Et que ceci est une séquente. Donc, je viens représenter ma séquente. Et on a clairement quoi? On a l'angle θ qui est là. Si l'angle θ est ici, donc il se retrouve encore ici. Cela dit, on a notre angle θ qui est là. Et donc, la distance O à K, ce n'est rien autre que quoi? Que le côté opposé à l'angle θ. Donc, si c'est le côté opposé à l'angle θ, on va parler du sinus. Donc, ça fait R sinus θ. Ainsi donc, H, ça fait R facteur de 1 moins sinus θ. Par suite, 1 demi de M Vm au carré, ça fait M chez R facteur de 1 moins sinus θ. Pardon. Voilà. Donc, on cherche Vm carré. Vm carré donc égal à quoi?
ça va faire 2 fois tout ceci divisé par m, n'est-ce pas? Donc, ce qui va donc nous donner 2gr facteur de 1 moins sinus θ. Voilà. Donc, on vient d'obtenir la vitesse Vm au carré. Donc, on va appeler ça relation 3. Ce qu'on va faire, on va aller remplacer la relation 3 là dans la relation 2. Donc, en remplaçant 3 dans 2, on obtient. Déjà, on sait que P, ça fait mg tout simplement. Donc, on va aller directement. Ça fait mg sinus θ moins R, ce qui est égal à m fois Vm carré. Vm carré, c'est tout simplement 2gr. Donc, ça fait 2g R facteur de 1 moins sinus θ sur le rayon R. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut simplifier ici? On peut simplifier R et puis R. Donc, si les deux partent, on a finalement mg sinus θ moins R est égal à m fois 2g, ça fait 2mg. Donc, ça fait 2 mg facteur de 1 moins sinus θ. Ainsi donc, on cherchait la position du mobile. La question c'était quoi? Déterminer la position du solide au moment où il quitte la sphère. Donc l'objectif c'est de, on va d'abord tirer la réaction R, ok? Donc si mg moins R est égal à tout ceci, alors R est égal à quoi? R est égal tout simplement à mg sinus θ moins 2 mg facteur de 1 moins sinus θ. Alors, ce qui veut dire que R est égal à mg sinus θ. Je développe moins 2 mg sinus θ plus 2, pardon, ici c'est moins 2 mg tout simplement, et là plus 2 mg sinus θ plus 2 mg sinus θ, ce qui est donc égal à, alors mg sinus θ plus 2 mg sinus θ, ça fait 3 fois mg sinus θ. Donc on a 3 mg sinus θ moins 2 mg. Donc on peut mettre mg en facteur, ce qui fait donc mg facteur de 3 fois sinus θ moins 2. On vient donc d'obtenir quoi? La réaction R. Alors, pour que le solide quitte la piste, d'accord, cette piste circulaire, il faut tout simplement quoi? Il faut que le solide cesse de réagir avec cette piste, n'est-ce pas? Autrement dit, il faut que la réaction soit égale à 0. Donc, pour que le solide quitte la piste, il faut que R soit nul. Ok? R égale à 0 revient à dire que mg facteur de 3 fois sinus θ moins 2 est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que c'est 3 fois sinus θ moins 2 qui est nul. Parce que quoi? Mg, lui, il est différent de 0. C'est des constantes, ça ne peut pas être égal à 0. Donc, on a 3 sinus θ égale à 2. Ce qui veut dire que sinus θ, ça fait 2 tiers. Ainsi donc, on a θ, ça fait sinus moins 1 de quoi? De 2 tiers. Alors, nous allons calculer ceci pour voir ce que ça donne.
Ainsi donc, θ est sensiblement égal à 41,8 degrés. On vient donc de déterminer l'angle correspondant pour que le solide quitte la piste. À présent, on nous demande quelle est alors sa vitesse. Alors, calcul de sa vitesse. Alors, on a calculé la vitesse quelque part. Donc, d'après la relation 3, on a dit que quoi? Que Vm carré est égal à 2gr facteur de 1 moins sinus θ. Donc, on va se servir de cette relation pour calculer la vitesse parce que c'est de cette vitesse qu'il s'agit. Alors, la relation 3 dit que quoi? Elle dit Vm carré est égal à 2gr facteur de 1 moins sinus θ. Or, sinus θ est égal à combien? Regardez ici, sinus θ, ça fait tout simplement 2 tiers. Donc, on va remplacer. Donc, Vm carré, ça fait 2g et facteur de 1 moins 2 tiers, ce qui est égal à 2g et facteur de. Alors, si je fais 1 moins 2 tiers, ça va faire 3 moins. Ça fait 1 tiers. Donc, ça fait tout simplement 2gr sur 3. Ça, c'est Vm carré. Donc, ce qui veut dire que Vm lui-même est égal à quoi? À la racine de 2 gr sur 3. Voici donc le résultat attendu.